Bismillah. L'oncle m'a piégé comme un stupide doutard, et je suis tombé, obligeamment, dans sa chausse trappe. Abélan s'était absenté tout le jour. Il adore potiner et rend volontiers visite à nos voisins, pour ne rien perdre de dernières nouvelles. Au repas du soir, il me tua les oreilles de discours. Un tel pensait marier sa fille à Mercange, les serves devenaient impossibles. Le seigneur Roller préparait les messages à envoyer pour réunir l'armée verte. Je tâchais de ne pas écouter. Entre deux phrases, l'oncle mentionna négligemment qu'en passant au carrefour d'époque, il avait vu une roulve se glisser dans des rancales. Je sursautai. « Et vous ne l'avez pas tué, mon oncle? Dans les rancales, à mon âge, tu sembles oublier que je n'ai plus 20 ans. » Ce qui sous-entendait que, compte tenu de ma belle jeunesse, la tâche me revenait de droit. Elle me revenait en effet. Il avait bien choisi son prétexte, la vieille canaille. Je ne pouvais pas laisser vivre une roulve à proximité de Roluy. Les orcales, à de rares exceptions, près, animal trop vieux, malade ou blessé, ne sortent pas volontiers des bois pour venir voler du bétail. Mais les roulves sont d'impudentes garces. Elles ne craignent pas l'homme, déjouent les pièges et sont capables, par soif de sang, d'égorger d'un coup 10 pièces de bétail. Je devais débarrasser le domaine de celle-là, et au plus tôt. Où exactement avez-vous vu cette roulve, mon oncle? Je te l'ai dit, au carrefour d'époque, à droite en regardant vers le sud. Il y a un gigantesque entassement de rancales. La bête s'est glissée dedans. Donc, elle y avait sûrement son repère. J'ai annoncé mon intention d'aller traquer cette roulve dès le lendemain. L'oncle m'a vivement approuvé. « Sois prudent, Gélal, » a dit Salène. « Ces roulves, elles sont dangereuses, certes, mais moins grandes qu'un orcal. Il ne s'agissait pas d'une chasse mortelle. » Je partis dès l'aube, avec les chiens. Les roulves chassent de nuit. Je comptais trouver la mienne au gîte. Les chiens la débusqueraient dans les rancales et l'en feraient sortir. Il ne me resterait qu'à bien lancer les pieux. Sobra était d'humeur joueuse. Je la laissai galoper un moment, puis lui fis adopter un petit trot paisible. Les chiens, surexcités, jappaient avec frénésie. Le ciel s'éclaircissait et les oiseaux s'égosillaient pour saluer le matin. Lorsque j'atteignis le carrefour d'époque, le soleil s'était levé. Les rancales formaient une énorme boule de longues tiges entrelacées, tout hérissées d'épines. Les chiens aboyaient furieusement, ils avaient sûrement senti la roulve. Soudainement, quelque chose tomba du ciel, m'en serrant férocement le torse, en me collant les bras au corps. Puis je m'envolai de ma selle avant de choir très lourdement. Je demeurai à terre, ahuri, étourdi. Des rires railleurs explosèrent. Les vers me cernaient, Girane et une dizaine de ses gardes. Je me relevai très péniblement. Une corde me serrait les côtes, à m'étouffer. Je m'agitai pour tenter de relâcher le nœud coulant. Les gardes qui me tenaient du haut d'un arbre, comme un poisson au bout d'une ligne, refermèrent la corde d'une secousse qui me fit trébucher. Girane riait avec excès, la tête renversée. Il découvrait ses dents, ce qui ne l'embellissait pas. Je ne l'avais pas rencontré depuis plus de 2 ans, mais je retrouvais ma haine intacte. Girane a le teint sombre et en est très fier. Se croyant ainsi plus vert que les vers, son visage est large, grossièrement équarri, et son nez ressemble à une boule de glaise qui aurait été écrasée sur sa face. Ses yeux tirent sur le jaune. En cet instant, il luisait d'allégresse. Alors, chien blanc, il n'y avait rien à répondre. Je peinais pour mater la rage qui charriait mon sang. Rage dirigée en partie contre moi-même pour ma stupidité, en partie contre l'oncle pour son âme noire. Tu as vraiment cru que tu pourrais assassiner mon frère et t'en tirer son dommage? J'ai tué ton frère en duel et je t'ai offert ton droit de vengeance. Girane me frappa. La corde bien tendue m'empêcha de tomber. Il n'existe pas de duel entre un ver et un cerf. Tu as commis un meurtre. Quant à me battre avec toi, moi aussi je t'ai envoyé un message, tu t'en souviens? Girane riait de nouveau. Ses dents sont mauvaises, laidement tachées de noir. Son hilarité calmée, il exprima avec une douceur vénéneuse. Tu es mort, Gélal, extrêmement mort. Tu viens d'être victime d'un regrettable accident de chasse. Ton oncle et moi avons tout prévu. Les chiens et ton Hogan vont rentrer sans toi à Roluy. Abélan te fera chercher en manifestant toute son inquiétude. On ne te trouvera pas, hélas, puisqu'entre-temps,
je t'aurai offert l'hospitalité. Dans 2 ou 3 jours, l'un de mes gardes découvrira par hasard ton cadavre, un peu rongé par les charognards peut-être. Je te ramènerai moi-même pieusement à ton bon oncle. Abénon aura rôle, lui. Moi j'aurai ta sœur et tout le monde sera très content. Giran me scrutait, mais pour apprendre à garder le visage inexpressif, j'ai eu des années d'entraînement. Il ne vit pas si j'avais peur ou non. Il me tenait, pourtant, et Salène, avec l'enfant de Davin en elle. Dieu, comment avais-je pu être aussi peu méfiant? Je savais bien que l'oncle me guettait. Maintenant, dit Giran avec délectation, nous allons commencer à t'apprendre ta condition, chien blanc. Ils me traitèrent en effet comme un cerf fugitif que l'on ramène à son seigneur. Ils me déshabillèrent jusqu'à la peau, bottes comprises, m'attachèrent à leur selle, bras en croix entre 2 organes, et me firent courir sur la route menant à Beauvalier. Pour stimuler mon ardeur à la course, mes convoyeurs me cravachèrent tout au long du chemin. J'étais dans la cour de Beauvalier. Ces allaitements de chien qui me semblaient venir de loin devaient être le bruit de ma propre respiration. J'eus vaguement conscience d'être libéré, puis immédiatement rattaché, mais dans le dos. Giran me parlait. Je n'en percevais pas plus qu'un bourdonnement dépourvu de sens. Les efforts que je devais faire pour rester debout m'absorbaient totalement. Ils me firent traverser les cours pour m'offrir le confort d'une geôle à serve, à proximité de l'enclos. J'y fus enchaîné à la muraille par les chevilles. J'avais réussi à ne pas m'écrouler. À présent, je pouvais m'adosser au mur. J'en profitais. Je commençais à peine à aspirer vraiment de l'air, et non plus du métal fondu. Le flamboiement de douleur qui m'avait habité refluait, mais pour se localiser en des zones plus distinctes. J'étais surpris d'avoir encore des pieds, éclatés comme fruits mûrs. Je ne les sentais que trop, mais tout de même entiers. J'aurais cru les avoir usés jusqu'aux chevilles. Giran me parla, et cette fois je l'entendis. « Tu n'as pas soif, mon hôte ?»« Pas assez pour te demander à boire. J'avais assez soif pour réclamer de l'eau au diable lui-même. Au diable, mais pas à Giran. Tu ne désires pas non plus savoir quel va être ton sort ? Je vais le savoir, tu grilles d'envie de me le dire. » Ma réponse ne plut pas à Giran. Il jouait avec sa cravache, la pliant, la relâchant. Je crus qu'elle allait s'abattre. Non, il réfléchissait très absorbé. Giran n'a pas l'esprit vif. Il hésitait entre 2 désirs, se taire pour me laisser dans l'angoisse de l'incertitude, ou parler pour mieux me terroriser. Le besoin qui le taraudait de me voir enfin avouer ma peur l'emporta. Tu sais ce que l'on fait aux cerfs qui ont tué un ver? Je le savais. Les châtiments varient pour ce crime impardonnable, suivant la cruauté de celui qui rend la sentence. La méthode la plus anodine consiste à pendre le coupable par les pieds jusqu'à ce que mort s'ensuive. Elle est plutôt clémente, en affluant à la tête, le sang tue assez rapidement. Mais il en existait d'autres que je m'efforçais de refouler de mes pensées. Giran devait suivre mon raisonnement. Il y a 2 ou 3 supplices que j'aurais aimé t'infliger. Je regrette beaucoup de ne pouvoir le faire. Ton oncle ne veut pas risquer les soupçons. On sait qu'il ne t'aime pas. Je ne peux donc pas laisser ton cadavre porter des traces trop étranges. Ne te réjouis pas trop vite. J'ai quand même trouvé quelque chose qui n'infirmera pas la version que nous voulons. Accrédité. Tu as eu un accident de chasse, n'est-ce pas? Qui irait chercher si ta viande a été mâchée par une roulve, des charognards ou des surlis? Demain matin, je te lâcherai dans mes bois. Pour que le jeu soit plus plaisant, je te laisserai un peu de temps, disons jusqu'au milieu de la matinée. Ensuite, j'irai à la chasse. J'ai une 12aine de surlis. Elles ne seront pas nourries ce soir. Il m'observait, mais je ne lui appris rien. Tu vois comme je suis bon, dit-il avec suavité. Je te laisse une chance. Il ne m'en laissait aucune. Il le savait fort bien. Les surlis sont dressés à la chasse aux cerfs fugitifs. Elles aiment le goût du sang rouge avec frénésie. Dans l'état où j'étais, je ne les distancerais pas longtemps. Me faire courir pieds nus et m'écorcher à la cravache s'inscrivait dans le plan prévu. Giran aime avoir en main toutes les cartes. Demain, mes pieds ouverts me permettraient à peine de marcher, et je laisserais l'odeur du sang partout derrière moi. Il pouvait bien m'offrir une demi-matinée. Giran s'étira avec bonne humeur.
Ah, notre petite promenade m'a ouvert l'appétit. Je ne t'offre pas de partager mon repas. Je suis sûr que tu refuserais. Repose-toi bien pour être en forme demain. Je ne désire pas t'attraper trop vite. Ma haine était si violente que j'en vibrais. Jiran me regardait satisfait de lui-même, jouissant de son pouvoir. Je lui crachai au visage. La cravache m'exprima toute l'intensité de son mécontentement. Mais j'avais su, avant de m'offrir cette satisfaction, qu'il me faudrait en régler la note. Jiran me quitta. La porte à peine refermée sur lui, je m'effondrai. Mes chaînes ne me laissaient guère de jeu. Je réussis quand même à m'allonger. L'inconfort ne m'empêcha pas de sombrer aussitôt dans une épaisse inconscience. Je me réveillai dans le noir, assoiffé, traversé d'éclats de souffrance, grelottant de froid. Jiran n'avait pas poussé l'hospitalité jusqu'à me rendre mes vêtements. Ma nuit fut mauvaise. Je somnolais tant mieux que mal lorsqu'ils me tirèrent de ma prison pour me mettre debout et marcher. Il me fallut mobiliser toutes mes ressources d'entêtement et un peu plus. Chaque pas m'enfonçait jusqu'au ventre des flèches de torture. Je ne devais pas avoir l'air très frais, ce qui réjouissait grandement Jiran. En forme pour la chasse, chien blanc. Un concert de feulements rageurs annonça les surlits. Les gardes les tenaient en laisse, deux par deux, en les contenant avec peine. Les surlits viennent du pays Charagne, qui en fait l'élevage. Elles coûtent cher, ce sont de longues bêtes basses sur pattes, au museau effilé et aux courtes oreilles. Leur pelage d'un brun chaud et uni. En plus petit, elles ressemblent aux roulves dont elles ont la férocité sanguinaire. Ils approchèrent les bêtes de moi pour leur permettre de me renifler. Elles avaient senti mon sang et en devenaient folles. Elles tiraient sur leurs laisses, grondantes, crachantes, frénétiques. Les crocs blancs, mouillés, scintillaient dans le jour naissant. Les gardes, arc-boutés, talons plantés en terre, les retenaient à plein bras. Je ne reculais pas d'un pouce. La curée n'était pas pour tout de suite. Jiran était vraiment très déçu. Jusqu'alors, je ne lui avais pas donné beaucoup de gages, même pas pendant ma longue course sur la route de Beauvallier. Et tant que je garderais ma volonté et ma conscience, il n'en recevrait pas davantage. Il ne me restait plus d'autre luxe. Ils me lâchèrent à l'orée des bois, dans l'aimable souci de ne pas m'épuiser trop vite. Ils m'avaient offert une monture pour le trajet. Je ne peux pas dire que je ne l'avais pas apprécié. Je guettais l'instant où ils trancheraient mes liens, en rêvant de m'emparer d'une arme, mais ils n'oublièrent pas la prudence. Le garde, qui coupa ma corde, se mit vivement hors de portée, et j'eus devant moi le barrage des surlits hurlantes et bavardes. Jusqu'au milieu de la matinée, Chien Blanc, cours bien. Je m'éloignai sans hâte. Marcher me demandait suffisamment d'efforts, sans parler de courir. Je récapitulai lucidement mes réflexions de la nuit. Je ne connaissais pas très bien les bois de Beauvallier. On ne trouvait pas d'eau à proximité immédiate. Cela, je le savais. Jiran le savait aussi. Un ruisseau aurait pu me permettre de dépister les surlits. Virlan, le domaine le plus proche, était encore trop loin pour que j'en espère le salut. Inutile aussi d'espérer un secours. Des cerfs de Jiran. Il ne me restait qu'une possibilité, tenter d'atteindre les marécages de Mortelot, au nord de la forêt. Qui n'en connaît pas les paysages y trouve une mort certaine. Mais périr enlisé ou déchiré par des surlits ne ferait pas grande différence, excepté sur un point. Si nul ne retrouvait mon corps, je resterais tenant de Rolui, tenu pour disparu mais non pour mort, durant 15 ans. Et durant 15 ans, mon cher oncle serait contraint de patienter, sans obtenir le titre, et ne pourrait pas non plus marier Salène sans avoir obtenu son accord. Abélon aurait la gestion de Rolui, mais pas le pouvoir réel. Et sans doute mourrait-il avant de l'obtenir, compte tenu de son âge. J'imaginais son dépit et la rage de Jiran qui me contraindrait pas Salène. Le gros problème, c'était le temps. Les marécages étaient lointains. Pourrais-je les atteindre avant d'être rattrapé? Je ne l'espérais guère, mais il me fallait bien essayer.
Je me contraignais à courir. Les premiers 100 pas, j'endurais l'enfer pour ne pas hurler. Je soudais mes mâchoires. L'échauffement aidant, je souffris un peu moins. Je n'étais pas exactement au comble des délices, mais la douleur restait dans les marges tolérables. Je n'avais pas l'intention d'essayer rue ou détour pour dépister les bêtes. J'aurais perdu mes peines. Des surlis qui ont pris la piste ne la lâchent plus. Ou j'atteindrai les marécages avant qu'elles ne me rattrapent, ou je suivais un étroit sentier entre de grands arbres, les roquements rageurs des surlits m'arrivaient encore. Un son plus proche de moi me fit me retourner. Je crus avoir des hallucinations. Madame qui montait son bras. Elle mettait pied à terre. Tu ne croyais pas que je les laisserais te tuer sans intervenir? Comment avez-vous su? De surprise et de soulagement, ma voix s'étranglait. Je sais toujours ce que je veux savoir. Lorsque ton organe et les chiens sont rentrés sans toi, il y a eu une grande agitation à Roluy. Je n'ai pas eu de peine à être renseigné. Ton oncle, cet arbre tordu, la même image apparaissait sans cesse dans son esprit. Toi et les surlits qui te dévoraient. J'ai eu des remords de ne pas l'avoir écouté plus souvent. D'ordinaire, j'évite son esprit, tant il est malsain. Là, il m'a découvert tous ses plans, sans le savoir. Il les remâchait sans cesse, en se délectant. Cette nuit, j'ai pris son bras aux écuries. Elle était nerveuse, inquiète. Les pensées animales sont peu construites, mais elles existent. Sobra savait qu'un danger te menaçait, elle t'aime. Elle avait peur, je l'ai calmée. Elle connaît la route de Beauvalier, elle a très bien compris où je voulais aller. Nous avons entendu dans les bois. Suivre ensuite tes pensées pour te rejoindre n'était pas difficile. Tiens, je t'ai apporté cela. Madame me tendait un long couteau de chasse, je l'ai serré dans mon poing. Depuis ma capture, j'avais désiré une arme, et j'aurais donné plus que mon âme pour l'obtenir. À présent, ce couteau était moins nécessaire, mais le posséder me comblait. Comment madame avait-elle deviné? Dame, je ne dirai jamais assez merci, sans vous. Elle ne m'écoutait pas et me regardait fixement. Ces arbres tordus, nous ne connaissons pas non plus la cruauté. Viens, je vais te donner de la sève. Madame enroula ses vrilles autour de moi-même. Instantanément, la vie coula en moi. La tête me tourna. Il me semblait boire à jeun un vin trop généreux. Lorsque les vrilles me lâchèrent, j'étais nourri, abreuvé, reposé, et la douleur s'était endormie. Partons, Gélal. Sobra hennit de joie quand je m'approchai, puis elle piétina nerveusement. Elle sentait le sang et détestait cela. Elle me permit tout de même d'installer madame et de me mettre en selle sans faire trop de manières. Une pression des genoux la lança au galop. J'ai exulté. J'avais échappé au piège. Girane aurait bientôt de mes nouvelles. Quant à mon bon oncle, j'allais sans tarder lui chanter une chanson dont il se souviendrait. Je le contraindrais à filer droit. Dans mon allégresse, je dus pousser son bras un peu trop fort. Son antérieur droit se prit dans un trou caché par la mousse, et elle tomba. J'avais roulé à terre ainsi que madame. Dame, vous n'avez pas de mal? Je vais bien, mais je criais. Sobra hennissait, se débattait, peinait pour se relever et retomber. Je crois que je savais déjà, avant d'aller vérifier, ce que je découvrirais. Mon organe s'était cassé une patte. Je pris sa tête dans mes bras. Elle se calma immédiatement. Elle attendait que je lui vienne en aide, avec une confiance totale. Je ne réalisais même pas en cet instant que ma chance venait de disparaître, me ramenant à ma situation précédente de gibier traqué. Je caressais la crête couronnée de mon organe en lui murmurant des mots tendres. J'avais une tâche à accomplir et je ne pouvais pas. Je dus me contraindre très durement pour aller ramasser le couteau que j'avais perdu dans ma chute. Non, dit madame, je vais le faire, je te promets qu'elle ne souffrira pas. Tiens-la. J'appuyai contre moi la tête de son bras. Madame la caressa, puis glissa vivement une vrille dans la petite oreille pointue. Son bras n'eut qu'un bref soubresaut. Madame retirait sa vrille, humide de sang. Mais j'ai durci cette vrille pour lui donner la consistance du métal, et j'ai percé le centre de vie dans sa tête. C'est mieux ainsi. Elle n'a pas souffert, le couteau lui aurait fait mal. Sobra, ma beauté, ma douce, ma noire.
Viens, Gélal, nous devons fuir. Je refoulai le chagrin pour revenir au désastre présent. Nous n'avions pas fait assez de chemin pour espérer dépister les surlis. Elle serait un peu retardée, mais elle retrouvait la trace. Je serrai le couteau dans mon poing. Il ne sauverait pas ma vie, mais il pourrait prendre celle de Giran. Je suis bon lanceur. Que j'ai seulement l'occasion, et Giran ne vivrait pas pour se réjouir de m'avoir tué. Viens, répéta madame. Les marécages, c'est une bonne idée. Allons-y. Moi, pas vous. Giran ne serait pas la craindre pour vous, mais les surlis. Si elles trouvent votre piste en suivant la mienne, elles les confondront. Je pars seul, dame. Laissez-moi vous dire adieu. Je la pris dans mes bras. Elle se dégagea avec impatience. Gélal, nous perdons du temps. Je n'ai pas l'intention de te laisser aller seul au marécage. Moi, je connais la terre, ils ne me tromperont pas. Mais, dame, cesse de discuter. Presse-toi, il faudra courir. Je compris que je n'aurais pas raison d'elle, et je me résignai pour l'immédiat. Nous courûmes, la sève que madame m'avait donnée me soutenait, j'avais repris des forces, et je souffrais peu. Je pourrais t'en donner encore, une fois quand cela deviendra nécessaire, mais pas plus avant d'avoir reconstitué mes réserves. Nous courions, sans trop forcer, puis marchions un moment, puis recommencions à courir. Je surveillais le ciel, le soleil bougeait trop vite et la forêt était trop vaste. Bientôt, j'en fus de nouveau à respirer du métal fondu et à progresser sur un lit de braise. Madame semblait infatigable. Elle courait sans effort, effleurant à peine le sol et ne s'essoufflait pas. Je ne respire pas comme toi. L'air entre par toute la surface de ma peau et j'en prends plus ou moins, suivant mes besoins. Quand tu seras trop lasse, je te donnerai de la sève. Pas encore, dame. S'il se rapprochait trop, je vous soulèverai pour vous poser sur une branche. Hissez-vous le plus haut possible, et cachez-vous dans les feuilles. Si les surlis vous débusquent, montrez-vous et parlez. Les surlis grimpent aux arbres. S'ils nous rejoignent, j'essaierai quelques tours. J'ai des ressources que tu ne connais pas. L'ennui, ce sont les bêtes. Elles, je ne pourrais pas les tromper, mais ils ne nous rattraperont pas. Cours. Je courais. Je ne voyais pas la forêt, ni les arbres qui me cinglaient de leurs branches, ni les rancales qui m'égratignaient, ni le bois mort, ni les pierres moussues. Je forçais mon corps en essayant de nier que j'en avais un. Je ralentis un peu pour regarder le ciel. Dieu, le soleil était très haut. Ils avaient dû se mettre à la chasse, et ils étaient montés. Je connaissais mal ces bois, si je m'étais trompé de direction. Les marécages sont devant nous. Je perçois l'eau. Je t'y emmènerai. Ce n'est plus tellement loin, cours. Si c'était encore loin, je courais. Madame sentit l'instant exact où j'arrivais au bout de mes ressources. Elle prit ma main, les vrilles collèrent à ma peau et la vie afflua en me ressuscitant. Sans cette énergie que me donnait madame, j'aurais été contraint de m'arrêter. C'est ce qui tue la bête forcée, cette impossibilité de continuer à fuir, et cette autre impossibilité tout aussi grande de prendre du repos. Dame, jamais plus je ne forcerai un cobard. Oui, c'est une chasse cruelle. Au loin, assourdis par la distance, éclatèrent les premiers roquements. Combien de temps plus tard? La douleur était revenue avec l'épuisement. Je courais moins vite. Madame aussi était moins rapide. Dame, vous vous fatiguez. Ce n'est rien. Cours. L'eau est proche. Les feuillements aussi se rapprochaient. Vint un moment où je cessai de penser. Il ne resta plus que cette lutte que je menais contre moi-même pour continuer à courir en dépit de la totale révolte de mon corps qui exigeait que cela cesse. Tu y arriveras. Nous sommes presque au but. Tu peux tenir encore, je le sais. Mais ce qui me poussait en cet instant, ce n'était plus la voix chaude de madame, ni même la peur des crocs, uniquement un désir, devenu obsession, ne pas permettre à Giran et à l'oncle de gagner. Les roquements se faisaient plus nets, la limite des arbres et les marécages enfin. L'eau plate s'étalait, noirée, coupée de plaques herbeuses, fleurie de bleu, sur des langues ou des flots de terre, des arbutres poussaient. Je tombai à plat ventre pour boire comme un chien lape, jusqu'à satiété. Je ne me souvins qu'ensuite de madame. Vous n'avez pas soif, dame? Je bois à ma façon. Ses pieds trempés jusqu'aux chevilles. Dans une flaque, il m'arrive d'oublier qu'elle n'est pas femme.
J'avançai dans l'eau peu profonde pour m'éclabousser et me rincer. Les cravaches avaient laissé leurs marques sur moi. L'eau fraîche me brûla, mais me soulagea aussi. Madame m'appela. Gélal, écoute-moi attentivement. Nous allons entrer dans le marais. Suis-moi et mets tes pieds exactement où j'aurais mis les miens. Ne dévie pas. Il y a des bourbiers partout. Tu vois ce gros bouquet d'arbres à l'ouest? Je le voyais très loin sur l'eau. Ces arbres sont de grande taille. Ils poussent sûrement sur une île. Nous allons tenter de l'atteindre. Si nous y parvenons, nous serons bien cachés, et les bêtes ne nous suivront jamais jusque-là. Je vais essayer de chercher un chemin solide. Nous devrons marcher dans l'eau. Tu ne verras pas mes empreintes, aussi tu vas me suivre de très très près. Je suivis madame en une étrange promenade. Elle progressait lentement à la recherche du bon chemin. Nous allions à droite, puis à gauche. Nous revenions sur nos pas pour prendre une autre direction. Notre avance dessinait des courbes ou des lignes brisées, comme dans un jeu d'enfant. Nous étions contraints de suivre un tracé qui multipliait les figures compliquées. Je m'enfonçais dans l'eau. Je remontais. Mes pieds glissaient dans une vase veloutée, mais toujours sous cette couche molle, je trouvais un sol ferme. Les arbres se rapprochèrent. Nous quittâmes l'eau pour une langue de terre étouffée de végétation. D'innombrables amphibes, dérangés par notre passage, sautillaient dans une fuite maladroite. Les oiseaux du marais s'envolaient à bruyants claquements d'ailes. Les insectes tourbillonnaient. Les hurlements des sourdis emplirent l'air. Ils sont tout près. Dame, s'ils nous voient, ils n'oseront pas nous suivre. Et s'ils l'osaient, ils mourraient. Tout le marais n'est qu'un vaste piège, mais vois, nous sommes presque au but, et le chemin s'améliore. Nous abandonnâmes l'île, passé le rideau d'arbres qui nous dissimula, je m'assis pour souffler. Tu es épuisé, dit madame. Dans le dehors, je dois me reposer aussi et mettre mes racines en terre, nous verrons ensuite. Dame, sans vous, je n'aurais pas survécu. Le marais t'aurait sûrement tué, il est très dangereux, mais tu l'aurais atteint, j'en suis certaine, même sans mon aide. Cette force qui est en toi, elle ne t'aurait pas permis de renoncer. Dame, dors. La mousse était accueillante, moelleuse. J'entendais hurler les surlits, puis je ne les entendis plus. J'avais dormi très lourdement, un vague souvenir de rêve confus traînait dans ma mémoire. La position du soleil m'apprit que l'après-midi était très avancée. Je me redressai en me mordant la lèvre. Je n'avais pas une partie du corps qui ne fût douloureuse. J'étais raide, durci, la chair de pierre et les os de silex. Lorsque je me levai, tout s'enflamma. Madame vint vers moi en me tendant les mains. « Je peux te donner de la sève à présent. » Les vrilles s'enroulèrent à mes doigts en m'apportant un merveilleux soulagement. « Êtes-vous bien reposée, dame ?»« Mieux que toi. La vie des arbres est lente, mais nos forces se renouvellent plus vite que les vôtres. » Je crus entendre un feulement lointain. Malgré moi, je frissonnais. Les surlits. Elles sont parties pendant que tu dormais. Il est arrivé quelque chose. Cet arbre tordu, le chef des autres, il est mort. Giran, ne te réjouis pas ainsi. C'est indécent. Il a eu une bien vilaine mort. Tant d'angoisse. Si je l'avais pu, je l'aurais aidé. Cesse. Je ne peux pas le supporter, ce mal qui est en vous. Même toi, il n'y a plus une goutte de pitié dans ta sève, et ton esprit exulte. Tu n'es pas ainsi d'ordinaire, cesse. Je vous demande pardon, dame, mais Oui, je sais, tu n'y peux rien. Je vais tout te raconter, mais essaie de contenir cette joie, elle me blesse. J'ai perçu leurs pensées lorsqu'ils ont atteint le marais. Des pensées si brûlantes, hommes et bêtes, confondues dans le même désir cruel. Les surlits ont perdu la piste dans l'eau. Elles en sont devenues folles. L'arbre tordu aussi. Son esprit, quelle horreur. Il croyait connaître certains passages. Il s'est acharné à vouloir retrouver la piste. Les bêtes rechignaient et les hommes qui l'accompagnaient aussi. Ils ont quand même avancé dans le marais sur une langue de terre. Leurs organes étaient terrifiés. L'arbre tordu maltraitait la sienne. Il la cravachait et lui sciait la bouche. La bête s'est affolée totalement. Elle a désarçonné son cavalier en le projetant dans un bourbier. Les hommes qui accompagnaient l'arbre tordu étaient terrifiés aussi. Ils l'avaient suivi dans le marais à contre-cœur et ils ne l'aimaient pas. Ils n'ont pas voulu risquer leur vie pour lui porter secours. Ils n'ont rien fait, rien. C'était si laid. L'arbre tordu
s'est enfoncé dans la vase. Lentement, il criait, la distance assourdissait ses plaintes, mais j'entendais trop bien son esprit qui criait aussi. J'en étais malade. Je ne veux plus y penser. N'y pense pas non plus, Gélal. Cesse, tu en tires du plaisir, c'est monstrueux. Je vous demande pardon, dame. Ne deviens pas tordu toi aussi, je ne pourrais pas l'endurer. Madame avait raison. J'en tirais du plaisir très aigu. Je me contraignis à faire diverger mes pensées. Dame, il nous faut partir, le jour avance. Pourriez-vous trouver un passage solide vers le sud? S'il en existe un, je le trouverai. Je voudrais aller à Virland. Virland est plus proche de nous que Rolwy. Le seigneur Ragnal est homme d'honneur. Je compte lui dire mon aventure pour mieux brider mon oncle. Quelque grande qu'en soit mon envie, je ne peux, pour le sang de mon père, tuer mon oncle. Mais j'entends l'obliger à la sagesse. Le seigneur Ragnal pourra toucher du doigt les preuves de mon récit et porter témoignage s'il devait m'arriver quelque autre accident. De plus, je lui emprunterai une organe et des vêtements. Bien, dit madame, partons. Mieux vaut quitter ce marais avant la nuit. Je la suivis comme elle allait, tandis qu'elle cherchait la bonne route.